Bonjour Frédéric, merci Bon, de m'accorder cet entretien. Est-ce que tu peux te présenter puis nous dire où tu es en même temps? bonjour Anthony et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Ségur. Donc là, je suis dans un parc à côté du château de Voltaire où je suis confiné actuellement. Euh, Me présenter, moi je suis un amoureux des arbres depuis ma naissance. J'ai intégré l'école des eaux et forêts où je me suis spécialisé sur ce que les anglo-saxons appellent la foresterie urbaine, c'est-à-dire la gestion de l'arbre dans les zones urbaines. J'ai mis ça en application notamment à la métropole de Lyon depuis une trentaine d'années, où je suis spécialiste des questions liées aux arbres et plus globalement au paysage. Merci. Par rapport à ces questions liées à l'art, tu as un discours super intéressant sur la place qui est accordée à l'arbre en ville, place que tu as déjà pu voir évoluer au cours des 30 dernières années, mais qui aussi évolue depuis, finalement, depuis l'histoire de la ville, qui est très corrélée à l'histoire de l'arbre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce que l'on sait, c'est que la question de l'arbre d'ornement, elle débute véritablement à la fin du XVIe siècle, quand on commence à planter de manière systématique toutes les routes, les canaux et les chemins en France. Et puis, à la fin du XVIIe, au XVIIIe siècle, les villes modernes commencent à se développer et elles se développent autour de ces chemins plantés d'arbres. Et l'arbre d'alignement devient un élément du vocabulaire urbain alors qu'il ne l'était pas dans la ville médiévale. Mais c'est véritablement au XIXe siècle, la période qu'on appelle le Second Empire, que l'arbre devient un élément stratégique, véritablement central dans le développement des métropoles telles qu'on les connaît aujourd'hui. À cette époque, on attribue effectivement à l'arbre beaucoup de vertus. On parle de services rendus par les arbres et souvent, il y a eu des politiques très volontaires, donc à Paris avec Haussmann, mais aussi à Lyon et dans toutes les grandes villes de France et d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de l'objectif d'embellissement. Mais quand on lit les textes, on s'aperçoit que les justifications, elles vont beaucoup plus loin. Elle porte d'abord sur la santé et le bien-être des habitants. Il y avait cette intuition qu'il y avait une relation entre la nature et la santé des habitants. Alors, au XXe siècle, cet effort, cet engouement disparaît. Il y a à la fois une perte de connaissances et un changement des centres d'intérêt. Ce qui devient effectivement le centre d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la ville fonctionnelle, centrée sur la voiture, sur les réseaux, sur la construction. Et les espaces verts deviennent relictuels par rapport à la ville qui est par principe un espace gris. Et il faut attendre les années 70-80 pour que les habitants commencent à se rebeller contre cette manière de construire la ville. Et à partir des années 90, il y a véritablement une prise de conscience des enjeux liés à ces questions. Et c'est à ce moment-là que la métropole de Lyon, qui s'appelait à l'époque la communauté urbaine de Lyon, commence justement à se préoccuper des questions d'écologie urbaine et en particulier des questions liées à l'arbre, d'où le travail qu'on a commencé à partir de cette époque. D'accord, donc on voit que le travail autour du canopé remix, du plan canopé, date même des années 90. C'est un vrai historique qui est passé par la charte de l'arbre pour arriver jusqu'à aujourd'hui sous le format du plan canopé. Tu peux nous raconter un peu aujourd'hui cet historique et le plan canopé, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Oui, je pense que c'est important de se souvenir que ce qui a motivé le démarrage de cette politique, c'est la demande sociale. C'est répondre effectivement à une attente sur le cadre de vie des habitants. Mais on ne savait pas il y a 30 ans, quand on a commencé à planter de manière massive des arbres sur les communes de la métropole, que 30 ans après, ces arbres feraient de l'ombre et apporteraient une réponse satisfaisante aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et du coup, progressivement, la question de la plantation de la ville a revêtu d'autres objectifs. Hein. Au départ, c'était répondre à cette demande sociale. Puis, à la fin des années 90, on était en plein dans la période de marketing territorial des territoires, des villes. Et on s'est dit effectivement que travailler sur la qualité du paysage, on travaillait sur l'image et donc sur l'attractivité du territoire, donc que ça faisait partie de ces politiques de développement économique. Et puis, à partir des années 2000, les enjeux de développement durable, notamment sur les problèmes environnementaux, nous ont permis effectivement de nous appuyer sur beaucoup de découvertes ou de redécouvertes scientifiques qui montraient que les arbres et la nature en ville produisent ce qu'on appelle des services écosystémiques. Donc,
on travaillait depuis une vingtaine d'années sur des partenariats avec des acteurs du territoire autour de ce qu'on avait appelé la charte de l'arbre, où on partageait un certain nombre de grands principes sur ces services rendus par les arbres, sur ce que l'on pouvait faire effectivement en termes d'action, mais ça restait peut-être encore des partenariats sur des questions un peu philosophiques, et on a décidé de passer davantage à l'action, à l'opérationnel, en hybridant finalement les objectifs de la charte de l'arbre avec les objectifs du plan climat sur l'adaptation de la ville au changement climatique. Et c'est de là qu'est né le plan Canopé. Et le plan Canopé, il dit effectivement qu'il faut intensifier la renaturation de la ville sur le domaine public, comme on le fait depuis 20 ou 30 ans, mais beaucoup plus sur le domaine privé également, pour avoir un niveau significatif de verdissement de la ville qui apportera une vraie réponse aux questions à la fois d'augmentation des températures et de dégradation de la qualité de l'air.